visualisant le champ de mérite en face de nous, nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Donc d'abord 3 fois le refuge et ensuite 3 fois la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idang Guru Rana Mandalaka Niyatayami.
Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissé-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le champ de mérite se dissout dans le lama qui est soit devant nous dans l'espace ou au-dessus de notre tête et qui nous accorde donc son inspiration pour cette méditation. Donc dans cette méditation, je voulais revenir sur l'enseignement de ce matin. Geshe-la a parlé de deux types de conception du soi qui sont en fait à réfuter. Le type d'existence de la personne, du jeu ou du soi qui est conçu par l'ignorance et donc qui doit être réfuté par la sagesse qui comprend le non-soi ou la vacuité. Et donc quand on parle des différentes écoles, on décrit de façon progressive quel est le soi qui est conçu, et ce soi qui est conçu et qui doit être éliminé. Il est décrit de façon progressive, donc par les premières écoles de façon plus grossière et par les écoles qui sont dites supérieures, c'est-à-dire les suivantes. Il est conçu, ce soi qui est éliminé, devient de plus en plus subtil. Et donc ce matin, Geshe-la a parlé des deux types de conception. La conception d'un soi qui existerait donc de façon permanente, unitaire et indépendante. Donc un soi permanent, unitaire, indépendant. Et d'un autre côté, d'un soi qui serait autonome, c'est-à-dire qui existerait de façon substantielle. Donc on va essayer d'examiner ce que ça veut dire dans la méditation, et essayer de voir qu'est-ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'on a ce type de conception en nous? Qu'est-ce que ça veut dire concevoir le jeu comme étant permanent, unitaire et indépendant? Et donc c'est ça qu'on va faire pendant la méditation. On va revoir les termes et on va voir est-ce que nous avons une telle conception d'un jeu. Donc d'abord le jeu, c'est-à-dire moi, quand vous pensez moi, par exemple ici, essayez de percevoir qu'est-ce que c'est ce moi. Maintenant, comment vous figurez vous-même, comment vous représentez moi, je,
la personne qui est assise ici, qui médite dans cette salle. Essayez d'avoir qu'est-ce que c'est. Donc on dit le jeu, la personne existe en fonction des agrégats. Et ce qu'on cherche à définir, c'est la relation entre moi, je, ce sentiment qu'on a de notre propre identité en tant que personne. Et quelle est la relation entre cette personne, moi, je, et la base sur laquelle on l'appréhende, cette personne. La base, c'est les agrégats, c'est-à-dire physiques et mentaux, mon corps et mon esprit, ma conscience, les pensées, les sentiments, tout ce qui n'est pas mon corps en fait. Donc c'est en relation à ça qu'on appréhende une personne. Et quel est le rapport de la personne aux agrégats? Enfin, c'est ça la question. Et donc, concevoir la personne comme quelque chose de permanent et d'unitaire, et donc d'indépendant de causes et de conditions. Un tel jeu, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est perçu. En fait, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est appris. D'après les écoles bouddhistes, la racine du samsara, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'appris, c'est quelque chose que tout le monde a, même les animaux. Mais ce soi grossier, qui est unitaire et permanent, ils disent c'est pas ça la racine du samsara, parce que si on a ce type de saisie, de conception, c'est quelque chose qu'on a appris par l'influence de certaines philosophies ou de certaines religions, de certaines croyances. Donc d'un jeu qui serait inchangeable, qui ne changerait pas d'après les conditions, une personne qui resterait toujours la même. Et donc ça veut dire que ça serait quelque chose qui serait là, et qui a toujours été là, et qui sera toujours là, de la même façon, sans changer. Et donc ça serait quelque chose, par exemple, ça serait le jeu, la personne, qui existe à la naissance, et qui est là, même dans le ventre de la mère, qui est là à la naissance, qui est là dans mon enfance, et qui est en fait l'essence de moi-même. C'est comme une essence qui reste inchangée à tous les âges de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc qui va de vie en vie sans changer, et donc une entité stable. Et donc on peut regarder en soi, est-ce que je crois à une telle entité stable d'une personne qui ne dépend pas de l'âge, par exemple, qui était là quand j'avais 1 an, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans. Exactement la même chose que ce que je suis aujourd'hui.
Demandez-vous, est-ce que moi aujourd'hui, c'est la même personne que moi à 10 ans ou à 5 ans ou à 1 an? Et donc si vous pensez que vous êtes la même personne, ça veut dire qu'il y a ce jeu inchangé, cette essence. Est-ce que vous avez l'impression que si vous continuez à vivre un certain nombre d'années, donc la personne qui va faire les choses dans l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que c'est la même que celle qui est aujourd'hui et celle qui va mourir? Donc si vous avez cette idée, ce concept d'une personne qui est la même, qui est l'essence, donc c'est ça qu'on entend par le jeu permanent, unitaire, donc indépendant de cause et de conditions. Donc Échelle a dit que nous ne l'avons pas. Échelle a dit nous n'avons pas ce concept de jeu permanent unitaire. Unitaire qui veut dire qui ne dépend pas de parties. C'est-à-dire qui ne dépend pas des parties physiques, des parties mentales. Et il a dit que nous n'avons pas ça parce que c'est pas quelque chose d'inné, de naturel. C'est quelque chose qui est acquis par des philosophies. Évidemment, si on a été exposé à certaines philosophies, on peut quand même avoir cette croyance. Et comme il est décrit, ce jeu, en fait, c'est quelque chose... ce jeu, en fait, c'est comme s'il était complètement séparé, sans rien avoir à faire avec les agrégats, mais qu'il était quand même dans les agrégats, mais d'une nature complètement différente des agrégats. Comme sans relation avec les agrégats. C'est comme ça qu'il est senti, ou dont on a fait l'expérience. Donc est-ce qu'une telle entité, si une entité, telle entité existe, elle est où?
Est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'on peut la pointer du doigt? Quelque chose qui est stable. Donc, du point de vue bouddhiste, il n'existe rien. Bon, la personne est un phénomène impermanent qui n'a pas de stabilité parce qu'il s'agit d'une continuité ou d'un continuum. Et en fait, le fait que ce soit un continuum montre qu'il n'y a pas d'entité stable ou permanente. La personne est un continuum parce que la personne de midi dépend de la personne qui existait juste le moment précédent, etc., etc., à l'infini en fait. Les phénomènes impermanents sont à la fois cause et résultat, c'est-à-dire la personne dans le présent et le résultat de la personne qui a précédé, du moment de la personne qui a précédé, et c'est la cause de celui qui va suivre qui en est le résultat. Ça, on peut le concevoir, on peut le comprendre en termes de cause-effet ou en termes aussi de partie. Hein? Le continuum, la continuité est faite des parties de différents moments. Ça veut dire que la personne, moi, la personne, je dépends de la personne de ce matin, de maintenant, d'aujourd'hui, d'hier soir, d'hier, etc., d'il y a une semaine, d'il y a un mois, dans la personne que j'étais, à différents moments de ma vie, par exemple, dans différentes circonstances. Quelquefois on dit quand j'habitais là, quand je faisais ça, quand j'étais étudiante, quand j'étais enfant, ou quand j'étais hippie, ou quand j'étais quoi, ou quand j'étais laïque, et puis quand je me suis faite nonne, par exemple. Donc c'est on peut dire c'est des parties aussi de la personne. Et donc tout ça dépend, existe en dépendance. La personne d'aujourd'hui dépend, existe en dépendance de tous ces illustrations, ces occasions, ces cas, ces exemples de moi-même dans un temps particulier, dans des circonstances particulières. Et donc vous pouvez réfléchir si vous voulez. Est-ce que c'était la même personne ou est-ce que j'étais la personne alors et la personne maintenant? Est-ce que c'est la même? Donc essayez comme ça de prendre des instants de votre vie et vous imaginez ce que vous étiez à ce moment-là. Votre mentalité, votre corps, votre physique, etc. Est-ce que vous pouvez dire que vous étiez la même personne exactement?
on voit de trouver une personne qui est exactement là, dans le même continuum. Évidemment, il y a un continuum, une continuité, donc on ne peut pas dire qu'on est complètement différent. Mais trouver un exemple de soi-même dans le passé qui est exactement la même chose, c'est pas possible. Ou peut-être vous le trouvez. Posez-vous la question. Et donc on peut voir que si une telle personne permanente, unitaire, c'est-à-dire qui ne dépend pas donc de différentes parties, par exemple de différents moments d'un continuum, donc une personne qui serait indépendante, permanente, donc serait complètement statique, comme une essence statique, donc une telle personne ne serait pas capable d'évoluer, de changer, d'apprendre, de créer, de poser des actions, d'accumuler des mérites, de purifier des négativités et de progresser sur le chemin, puisqu'elle ne dépendrait de rien. Donc une telle conception d'un soi, on peut dire, est une fabrication. Des choses qui n'existent pas. Et donc un tel soi est décrit dans les textes comme se trouvant dans les agrégats, mais qui est d'une nature complètement séparée, complètement autre, qui n'a rien à voir en fait avec les agrégats, qui est comme quelque chose de solide en soi à l'intérieur des agrégats et qui est de nature complètement différente. Alors que le deuxième type de soi, la deuxième conception, en fait, d'un soi autonome ou autosuffisant qui existe de façon substantielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce soi, il est décrit dans les textes, en fait, d'un soi qui existe à l'intérieur des agrégats aussi, mais qui est en rapport avec les agrégats dans le sens de les contrôler. C'est-à-dire, il est de la même nature des agrégats, mais il a une position spéciale par rapport aux agrégats. Et cette position, c'est quoi ? C'est d'être un peu le chef. C'est-à-dire, il y a une séparation, comme par exemple entre des vendeurs et la personne qui dirige les vendeurs dans une équipe. Il y a une équipe de personnes qui travaillent ensemble, et ça, c'est le manager. C'est celui qui les dirige. Donc c'est aussi un vendeur, mais il a une position de supériorité, on pourrait dire, de contrôle. Et donc ce jeu est conçu de cette façon-là, et ça, c'est quelque chose d'inné.
C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a tous de façon innée. Et donc c'est un jeu qui se suffit à lui-même, sans dépendre des agrégats. En fait, quand on dit autonome ou autosuffisant et exister substantiellement, en fait, c'est la même connotation ici. Exister substantiellement, ça veut dire ça existe sans dépendre. En fait, on dit la personne, pour apparaître, elle dépend des agrégats qui apparaissent. Et pour ça, elle n'existe pas substantiellement. Parce qu'elle ne peut pas apparaître sans que les agrégats apparaissent. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas apparaître sans cette dépendance aux agrégats. Si elle pouvait apparaître sans que les agrégats apparaissent, à ce moment-là, elle aurait cette autosuffisance. Et donc on peut se poser la question, est-ce que le jeu apparaît comme dépendant du corps et de l'esprit ? Est-ce qu'il est subservant ? On ne dit pas ça en français. Est-ce qu'il est second, ce jeu ? Est-ce qu'il dépend du corps ou de l'esprit ? Dans le sens où il vient en second, parce qu'il y a le corps et l'esprit, à partir de là, le jeu ça apparaît ou s'impose. Ou est-ce qu'il apparaît comme s'il y avait d'abord le jeu et que le corps et l'esprit dépendaient de lui ? Comment il vous apparaît dans votre spontanément ? Est-ce que le jeu apparaît, on pourrait dire principalement, et que le corps et l'esprit sont ses outils ? Ou est-ce que le jeu apparaît parce que le corps et l'esprit existent comme base, et sur cette base, en dépendance ? Donc, il se peut qu'on ait cette idée, cette notion du jeu, en fait, qui contrôle les agrégats. Comme s'il existait d'abord, au-dessus, comme le chef des marchands. Qui est le possesseur et le contrôleur.
qui existe comme ayant sa propre substance, qui se suffit à lui-même. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons tous. Et c'est à partir de cette conception, en fait, que naissent les perturbations, les émotions perturbatrices. Et en fait, un tel jeu, le jeu, la personne, en fait, dans la réalité, la personne n'existe que en fonction des agrégats, que en dépendance du corps et de l'esprit. Et pas de façon principale. C'est parce qu'il y a le corps et l'esprit, et c'est par rapport à des actions. Par exemple, je médite, parce que le corps est dans une certaine posture, et que j'essaie avec l'esprit de faire une certaine activité, que l'on appelle méditation. Et c'est dans ce sens-là que je médite. Et de même, lorsque je vais me lever, le corps va faire une certaine action, une certaine activité, de changer de posture, de marcher jusqu'à un certain endroit pour aller chercher une assiette, etc. Et de me déplacer devant une table où quelque chose nous attend et que nous allons mettre. Donc le corps va faire certaines activités et l'esprit aussi. Nous allons nous servir, nous asseoir, manger, et c'est à ce moment-là, c'est en dépendance de ça, ces activités du corps et de l'esprit, que la personne, le je me lève et je vais me servir à manger, je mange. Donc tout ça existe en fonction de ces activités du corps et de l'esprit. Et donc ce jeu qui contrôle est de nouveau une conception, un concept, l'objet d'une conception, comme un jeu qui domine les agrégats. Et donc la question à se poser est, est-ce que ce jeu, ce contrôleur qui domine les agrégats, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas dans la réalité ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un aux commandes, quelqu'un qui dirige tout ça ? Quelle est la nature de ce jeu ? Donc nous allons rester là et nous pouvons dédier les mérites de cette méditation pour pouvoir développer la sagesse qui comprend le non-soi
c'est-à-dire l'absence de soi, de personne, de soi chez la personne et de soi dans les phénomènes, c'est-à-dire d'une existence indépendante en soi, autosuffisante, donc d'une personne et des autres phénomènes. Donc pour que cette énergie nous soutienne pour développer ces sagesses-là, pour le bénéfice, pour le bienfait de tous les êtres, pour être mieux à même à aider les autres à se libérer aussi de leur souffrance et des causes de la souffrance. Et donc quand nous allons continuer dans nos différentes activités, nous pouvons, si vous voulez, vous pouvez essayer de continuer la réflexion, à vous demander qui c'est cette personne qui se dirige vers la table, qui se sert, qui mange, etc., qui parle, qui rit, etc. Est-ce qu'elle existe en soi, de façon à se suffire à elle-même, ou est-ce qu'elle existe en dépendance? Et nous allons bénir la nourriture à la page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho, Alama Sangye Lama Chödeshi Lama Gedente Kungije Polama Telama Namla Chepabo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande.